On peut faire entrer les femmes dans toutes les unités, mais il ne faut pas uniquement s'arrêter avec les unités de pointe. On peut faire entrer les femmes soldats dans toutes les unités, même les unités d'infanterie, les tanks et l'artillerie. Il n'y a aucun problème. Dans les années de la création de l'État d'Israël, les femmes servaient dans la Haganah, les femmes servaient dans le Lechi, dans le Hetzel. Il n'y avait aucun problème. Et on ne se posait pas la question puisqu'on avait besoin de tout le monde. On a besoin des cerveaux des femmes, on a besoin des capacités des femmes. On doit faire servir tout le monde et on doit pouvoir donner à tout le monde à servir à Tsahal dans toutes les unités. Docteur Éric Seton, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, bonjour. Alors, nous voulions parler avec vous d'un débat qui est en plein dans l'actualité brûlant autour de la participation de soldats au sein de l'armée israélienne. Et vous êtes bien placé pour en parler puisque vous avez été lieutenant-colonel dans l'unité d'élite de l'armée israélienne Shesh Tesha, les unités de sauvetage de l'armée israélienne, qui est au cœur du débat puisque il est question d'intégrer des soldats au sein de cette unité d'élite de l'armée israélienne et cela ne fait pas l'unanimité. Alors, la première question que je vous pose en tant que médecin, est-ce qu'il y a des risques à ce que des soldats de l'armée israélienne entrent dans une telle unité d'élite qui exige, on va dire, des compétences, on va dire, sur le plan physique et physiologique tout à fait particulières? Bonjour Daniel et bonjour aux auditeurs. Les mêmes conditions physiques qui existent pour les soldats existent pour les soldats. Et depuis des années, Israël Tsahal adapte ce qu'on appelle la règle de physiologie d'entraînement pour les soldats de façon à adapter les conditions d'entraînement à la physiologie des soldats, des jeunes soldats. Donc ce n'est pas possible de ne parler que de soldats, il faut parler des soldats entièrement, hommes et femmes uniquement. C'est une adaptation physiologique qui se fait de toute façon, depuis des années, on a compris qu'on ne pouvait plus parler de restrictions de boissons, par exemple, ce qui se faisait dans les années 50, de poids à soulever qui a été réglementé de façon à comprendre la proportion du poids physique de la personne par rapport au poids qu'il peut soulever. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se fait exactement pour les soldats. Pourquoi ne pas faire pour les soldats? Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, parlons concrètement, parce que ça figurait dans les journaux de ce week-end, est-ce qu'on peut mettre le même critère, c'est-à-dire que les soldats aient apporté un poids d'un soldat qui, par exemple, pourrait être blessé d'environ 90 kilos, c'est-à-dire avec le poids de ce soldat, plus son pactage, etc., pendant 1 kilomètre, faire des distances, parcourir telle distance en moins de 14 minutes, est-ce que c'est réalisable ou alors finalement ces critères-là sont établis et que finalement au bout du compte il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 soldats qui arriveront à passer au-dessus de ces critères et qui seront sélectionnés, ou alors on va adapter les critères pour faire rentrer plus de soldats dans les unités d'élite comme Shesh Tesha? On adapte les critères suivant la physiologie du soldat. Ok, ce n'est pas un poids de 90 kilos uniquement, c'est un poids qui est un pourcentage du poids du soldat. Donc, même si un soldat pèse 65 kilos ou un soldat pèse 120 kilos, il ne supporte pas le même poids. Pas tout le monde peut supporter la mitrailleuse qu'on appelle le MAG. Pas tout le monde est un tireur d'élite. Pas tout le monde est un paramédic. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir du sang et qui ne soignent pas et qui ne sont pas paramédics dans l'équipe. Donc, chacun a son pactage, chacun a son adaptation d'entraînement. Chacun est adapté à la physiologie du soldat même, d'accord? Quand j'ai joint au tout début dans les années 80, je suis venu en tant que soldat seul et j'ai joint les parachutistes. Je ne courais pas du tout de la même façon que mes copains qui s'étaient entraînés pendant des semaines avant. Mais on nous a mis à niveau. On nous a entraînés de façon à rattraper le retard de chacun dans certains domaines. Mais c'est pas exactement la même chose, Éric. Là, il s'agit de différences physiologiques. Il y a des différences physiologiques entre un homme et une femme. C'est pas contestable. Mais tout à fait, Daniel. Il y a des femmes qui courent beaucoup plus vite que toi et que moi. Oui, mais oui, mais dans les compétitions, donc, pour l'instant, les femmes qui courent plus vite et les femmes qui sont capables de supporter
la charge qui est besoin pour ce travail ou pour ce poste. Ils seront acceptés, c'est tout. Il y a des femmes qui combattent beaucoup mieux que moi et qui sont des tireurs d'élite beaucoup mieux placés que nous. Et est-ce qu'il y a, en tant que médecin, est-ce qu'il y a des données qui ont été réalisées, des enquêtes qui ont été réalisées sur les dégâts que cela pourrait causer à certaines femmes, même si elles ont ces compétences, on va dire, physiques et physiologiques, les dégâts que cela pourrait leur causer, les efforts qu'elles seraient amenées à faire dans des unités d'élite? Pourquoi tu ne poses pas la question pour les hommes? On sait qu'il y a des fractures, ce qu'on appelle les fractures de marche, qui sont fréquentes chez les Tsantranim et les Golani, les parachutistes et les Golani, tout ce qui est infanterie. Pourquoi tu poses pas la question pour les hommes? C'est la même chose. La physiologie doit être, l'entraînement est adapté à la physiologie, le poste est adapté aux critères physiologiques du soldat, mais ce n'est pas une différence avec un homme et une femme. Moi, j'étais médecin-chef des services de renseignement, on avait une unité qui s'entraînait énormément. On a vu que les entraînements atteignaient de façon grave la physiologie des soldats, la santé des soldats. On a dû adapter l'entraînement. Alors, je pose une autre question. Un soldat homme sert pendant aujourd'hui 36 mois, si je ne m'abuse, c'est-à-dire 2 ans et 8 mois. Pourquoi finalement le service militaire d'une jeune fille qui servirait dans des commandos, dans des unités d'élite, ne serait pas aussi long qu'un soldat? Parce que finalement, l'investissement que l'on investit pour un soldat devrait être le même pour une soldate. Tout à fait. Tout à fait, et le service doit être le même exactement. Ma fille, qui a servi dans une unité spéciale des services de renseignement, a servi pendant 3 ans, comme tous les hommes. Okay. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, en fait, le général Aviv Kochavi, chef d'état-major de Tsahal, a décidé de permettre l'entrée de soldats dans l'unité 669, votre unité, parce que pour que finalement après les mouvements féministes, le lobby féministe, eh bien laisse tomber d'une certaine manière et n'exige pas qu'il y ait des soldats dans les autres grandes unités d'élite de l'armée israélienne, comme les commandos Matkal, les commandos marins, Shaldag, Duvdevan, etc. Alors je pense qu'il faut, on peut faire entrer les femmes dans toutes les unités, que ce soit Matkal, Shaldag, mais il ne faut pas uniquement s'arrêter avec les unités de pointe. On peut faire entrer des femmes soldats dans toutes les unités, même les unités d'infanterie, les tanks et l'artillerie. Il n'y a aucun problème. Il faut simplement se rappeler que dans les années de la création de l'État d'Israël, les femmes servaient dans la Haganah, les femmes servaient dans le Lechi, dans le Hetzel. Il n'y avait aucun problème. Et on ne se posait pas la question puisqu'on avait besoin de tout le monde. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin des cerveaux des femmes, on a besoin des capacités des femmes. On doit faire servir tout le monde et on doit pouvoir donner à tout le monde à servir à Tsahal dans toutes les unités. Il n'y a aucun problème physiologique, aucun problème mental, aucun problème qui ne peut être résolu et qui ne doit être résolu. Alors il y a peut-être un problème, il y a certainement un problème, puisque cette initiative de faire rentrer des soldats dans des unités d'élite de l'armée israélienne suscite la colère de certains rabbins, en particulier, on va dire dans tout l'échiquier rabbinique israélien. Cela va des rabbins, ce que l'on appelle Khardal, les plus orthodoxes, jusqu'aux rabbins qui sont même considérés comme des rabbins plus libéraux, qui disent la présence de soldats, de 2, 3, 4, 5 soldats dans des unités d'élite de l'armée israélienne va tout simplement entraîner le fait que des soldats religieux qui sont nombreux aujourd'hui dans des unités d'élite combattantes ne pourront plus participer à ces unités d'élite. Et ils sous-entendent qu'il y aurait peut-être une volonté, on va dire politique ou même idéologique de mettre de côté les soldats soldats religieux, sionistes religieux de l'armée israélienne, parce qu'ils sont trop nombreux, même dans la hiérarchie des officiers de l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est un faux problème, puisque les femmes existent déjà dans l'armée, dans les unités, dans ces mêmes unités, elles existent en tant que dans différents postes, qui sont pour l'instant des postes ils ne sont pas des postes d'actifs. Donc il n'y a aucun problème. Mais actifs. Et les rabbins cherchent simplement à éliminer les femmes de l'armée, cherchent à promouvoir un agenda qui est un agenda anti-femme. Non, ils disent pas, les rabbins, je précise, les rabbins disent pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de femmes dans l'armée, ils disent pas de femmes dans les unités d'élite combattantes. Mais elles existent déjà.
Elles existent déjà. Il y a des femmes pilotes, il y a des femmes paramédics, il y a des femmes médecins. La femme qui dirige, la commandante qui a exactement le même poste que moi à l'unité 669, l'unité de sauvetage aéroporté, c'est une femme, une anesthésiste, c'est une médecin. C'est un faux problème. Donc il monte en exergue quelque chose qui n'existe pas, puisque les femmes existent déjà dans l'armée, existent dans ces postes. Il y a dans les unités combattantes, il y a ce qu'on appelle la Pkida Plugatit, la secrétaire Oui, mais elle n'est du pas, service. mais Elle n'est pas avec les elle est soldats avec les quand soldats. ils vont Elle en est avec les opération. soldats 24 heures. Mais elle va pas avec. Et alors justement, en opération, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, Ils vont faire quelque chose de plus que s'ils sont là, ils sont. Il peut y avoir des sont conditions en sur le caserné. terrain. Sur le terrain, quand on est ensemble sur le terrain, on le sait, bachétar, comme on dit en hébreu, les situations sont pas les mêmes pour, par exemple, quand on creuse pour faire ses besoins, c'est pas la même chose que quand on est dans une base. Exactement. Alors, allez voir les unités de Caracal ou les unités qui sont les unités mixtes. Il n'y a aucun problème. C'est un faux problème. Les rabbins tiennent un agenda, mènent un agenda antiféministe pour des raisons extra-militaires, pour des raisons qui sont hors de Tsahal. Ça n'a aucun rapport. Et l'armée ne mène pas un agenda politique pour des raisons idéologiques, de risquer de voir trop d'officiers à la kippa crochetés au sein de l'état-major ou dans la haute hiérarchie de l'armée? Non, parce que ces officiers-là ne quitteront pas l'armée pour ces raisons-là. Ces officiers, ce sont des officiers qui sont avec des niveaux intellectuels très élevés, avec des arachim, des valeurs. Des qualités, des valeurs qui sont très élevées, et ce n'est pas ça qui va leur faire quitter l'armée. C'est un faux problème. Eh bien, docteur Éric Setton, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en plein milieu de votre journée de travail. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce débat donc brûlant d'actualité. On a vu hier, on a entendu le positionnement d'un rabbin. On voit un positionnement totalement différent de votre part. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir offert la possibilité de parler. Merci à vous. Shalom, shalom.